Restons donc aux États-Unis pour décrypter, analyser ce qui vient de se dire avec vous. Mathieu Mabin, correspondant France 24. Bonjour Mathieu, donc nous venons de suivre une prise de parole surprise du secrétaire général à la Défense devant le corps des Marines. Comment a-t-elle été reçue et surtout, qu'est-ce qu'elle contient ? Oui, effectivement, une surprise pour les hommes de Quantico. Le discours du secrétaire à la Défense a eu lieu à Quantico, donc le fief du corps des Marines des États-Unis, c'est-à-dire le creuset de la formation du principal corps d'élite de l'armée des États-Unis. Ça n'est pas un hasard. Cette armée dans l'armée sur laquelle le président des États-Unis peut compter pour intervenir partout dans le monde dans un délai très court pour mettre en œuvre la politique étrangère des États-Unis, concrètement protéger les ressortissants américains également si besoin, ou réagir tout simplement à une agression extérieure. Mais à Quantico, ce matin, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, le secrétaire à la guerre, n'a pas seulement parlé aux officiers des Marines, il a en réalité livré un programme idéologique clair et annoncer une véritable purge de ce qu'il appelle l'idéologie woke dans l'armée américaine, dans la continuité des promesses de campagne de Donald Trump en réalité et de ce que le secrétaire à la Défense a commencé à réaliser dès son arrivée. Une démarche qui s'inscrit dans l'esprit du changement de nom de son administration qui est passé, vous l'avez compris, du terme de ministère de la Défense à celui de ministère de la guerre récemment. Première mesure annoncée, la fin des critères de genre. Le président y est extrêmement attaché, son ministre également. Les standards de conditions physiques seront désormais uniques, neutres et implacable, dit-il. Plus de barème adapté aux femmes pour le recrutement et la sélection. Quand un homme devra courir 100 mètres en moins de 12 secondes, une femme devra en faire autant. Selon le secrétaire à la Défense, je cite, « Si vous ne pouvez pas courir, soulever ou endurer comme les autres, vous n'avez pas votre place dans les forces et encore moins chez les Marines. » Deuxième cible, les critères raciaux. Les académies militaires ne tiendront plus compte de l'ethnicité pour les admissions. Et ça aussi, c'est une petite révolution. Hegseth balaie ce qu'il appelle les quotas dans l'attribution d'un galon ou d'une formation. Désormais, seul comptera le mérite. C'est vraiment le leitmotiv des deux hommes. Et en tout cas, pas l'origine ethnique. Troisième volet, le rajeunissement des cadres. Et c'est un point sur lequel il a lourdement insisté. Le secrétaire à la Défense a fustigé, je cite, les généraux en surpoids. Ils en ont pris pour leur grade. Il veut que les chefs militaires redeviennent l'incarnation physique de la rigueur. Ce sont ces mots. Donc des tests de conditions physiques obligatoires, discipline capillaire, en clair boule à zéro, et code vestimentaire réimposé. Dans la salle, il s'est même attaqué de front aux officiers barbus, non compatibles avec le masque à gaz, dit-il. Mais à ces annonces s'ajoutent des décisions déjà actées comme la dissolution du comité consultatif sur les femmes dans l'armée, la suspension du recrutement des militaires transgenres, évidemment une cible de choix pour Donald Trump, et l'interdiction des soins de transition qui en découlent. Mais c'est la fin également des commémorations identitaires comme le Black History Month ou les Women's History Month, des rendez-vous qui jusqu'à présent étaient importants dans les forces armées américaines. Pour Hegseth, mettre un groupe en avant, c'est diviser l'armée, pense-t-il. Il va jusqu'à qualifier la formule « la diversité est notre force », qui était largement utilisée jusqu'à présent, de pire phrase de l'histoire militaire américaine. Son nouveau slogan, sans surprise, l'unité est notre force. Le ton est donc brutal, vous en conviendrez, mais directement inspiré de celui des officiers du corps des Marines à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Faut-il y voir une annonce? Selon lui, l'armée américaine doit redevenir une institution homogène, jeune, disciplinée, implacable. Et puis Mathieu, Donald Trump lui a succédé sur la scène. Il continue à parler au moment même où nous sommes ensemble. Faut-il voir un changement de posture de l'administration Trump sur la scène internationale après ses récentes déclarations sur l'Ukraine notamment ?
Alors c'est exactement la question que se posaient et se posent encore les officiers généraux du corps des Marines des États-Unis ce matin à Quantico en tentant de décoder le discours présidentiel après que Donald Trump a opéré notamment un virage remarqué sur l'Ukraine. C'était à l'Assemblée générale des Nations Unies en évoquant la possibilité que l'Ukraine recouvre la totalité de son territoire. Le président américain a effectivement surpris le monde, mais il a également provoqué une vague de questions au sein même des forces armées américaines, puisque, souvenez-vous, c'est bien le Pentagone qui avait alerté le premier sur le fait que l'avancée russe avait atteint un tel niveau sur le terrain, avec 20% du territoire confisqué à Volodymyr Zelensky, qu'il serait tactiquement impossible de reconquérir ces espaces sans un engagement massif de troupes de l'OTAN. Même s'il n'a pas évoqué l'hypothèse d'un déploiement américain, il s'agit potentiellement d'une rupture qui, dans l'esprit des militaires, pourrait les amener à changer de posture. Mon message est très simple, je suis avec vous, je suis votre président, je vous soutiens. C'était en substance le message adressé par Donald Trump, non pas seulement au corps des Marines américains, mais à l'ensemble des forces armées de sécurité des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est encore une fois la question que doivent se poser les généraux américains au moment où on parle. Alors bien sûr, comme à son habitude, le président américain n'a pas livré à l'état-major un discours structuré. On l'a compris, comme le comprennent les militaires habituellement. On a assisté à une prestation tout à fait habituelle de Donald Trump dans le fond, c'est-à-dire un discours décousu, entrecoupé d'autosatisfaction et de condamnation de l'administration précédente. Et un peu comme d'habitude, il a rappelé que les conflits qui préoccupent le plus la planète en ce moment sont le résultat de l'incompétence, je cite, de son prédécesseur, bien sûr. À noter pourtant, pour la première fois, et c'est important, Donald Trump évoque la possibilité que la Chine atteindra bientôt une puissance militaire équivalente à celle des États-Unis. C'est assez rare pour être souligné. Donald Trump a égrené la litanie des conflits qu'il pense avoir résolus sur la planète ces dernières années, en faisant le récit de ses échanges diplomatiques. On se l'est beaucoup dit sur ce plateau, mais il faut mesurer à quel point il a pu être difficile, encore une fois, pour un officier général ou un sous-officier des Marines, de surcroît, de comprendre quel était le message de fond du président américain qui est passé de la législation des droits de douane au rêve présidentiel de prix Nobel de la paix, au budget de la défense et à la situation tactique dans le Golfe Persique, par exemple. Les cadres titulaires d'une lettre de commandement devront, dans la journée, transformer ce discours en des ordres clairs pour leurs subordonnés. Pour ça, ils se référeront très probablement beaucoup plus à la prise de parole de Pete Hegseth qu'à celle de Donald Trump. Merci Mathieu. On revient en plateau avec vous, Shirley Sidbon, journaliste France 24. On vient de l'entendre avec ce décryptage de Mathieu. Donald Trump a un peu balayé tous les sujets. Ça va effectivement des problèmes sécuritaires intérieurs selon lui, à la guerre en Ukraine, au Proche-Orient. Comment vous percevez finalement cette prise de parole de Donald Trump? Est-ce que ce n'est pas une manière finalement d'asseoir un peu plus son leadership? Oui, et on peut penser que c'est décousu, ou alors simplement quelque chose qui contient un fil conducteur, mais qui est saupoudré de beaucoup d'autosatisfaction. Mais finalement, lui, je pense qu'il voit bien le fil conducteur, et avec des déclarations qui sont parfois inquiétantes. Oui, évidemment, il montre les muscles, il montre de l'inquiétude par rapport au progrès de la Chine, même s'il estime que pour l'instant, les États-Unis ont du temps. Mais il a fait quelques annonces. Par exemple, lorsqu'il parle des armes nucléaires, mine de rien, en évoquant les progrès des États-Unis. On a entendu Pete Hegseth qui parlait du besoin de réarmer les États-Unis. Plus d'armes, encore toujours plus, un investissement maintenant massif pour renforcer les États-Unis. Non pas pour faire la guerre, ils ont tous les deux dit personne ne veut faire la guerre, mais il faut se préparer à la guerre pour avoir la paix, disent-ils. Donald Trump qui dit qu'il faut améliorer l'arsenal nucléaire américain. Et il évoque, avec sans donner les détails, mais en donnant quelques adjectifs, le fait qu'il a vu des armes qu'il ne voudrait pas que nous autres, le peuple, le public, les voient, qu'elles sont dévastatrices et que l'Amérique va continuer à les avoir, qu'elle ne veut pas les utiliser, mais qu'elle pourrait détruire de larges parties de la planète si elle devait un jour les utiliser. Donc des déclarations qui sont parsemées un peu dans ce discours. On a entendu également le fait que l'investissement également
également, il a indiqué qu'il a augmenté. Le fait que désormais les pays de l'OTAN, les partenaires des États-Unis, avaient augmenté très largement, bien plus que lors de l'administration américaine, grâce justement à ces tactiques, à ces menaces, si on veut. Et puis, il parle devant les militaires, mais il a encore parlé du rôle des militaires dans des endroits, dans des domaines dans lesquels les militaires n'avaient pas forcément une place dans le passé, un rôle dans le passé. Dans les villes américaines, il a même dit que Washington était l'une des pires villes au monde en ce qui concerne la sécurité. Une manière, à part l'Afghanistan, il n'y a rien d'équivalent. C'est une manière de lancer une pique aux démocrates. Il a évoqué toutes les grandes villes qui étaient aux mains, en tout cas dirigées par des démocrates. C'est une manière finalement de dire qu'il fait mieux le travail que les autres. Oui, et puis peut-être qu'il annonce une nouvelle méthode, puisqu'il a déjà déployé l'armée dans plusieurs villes, alors que les démocrates qui gouvernent ces villes, qui gèrent ces villes, ne le voulaient pas, ne le souhaitaient pas. Eh bien, il semble mettre en place une méthode en disant que oui, finalement, c'est un peu des zones de guerre, les villes qui sont où il y a de la contestation, où oui, il y a parfois des manifestations parfois violentes, mais il parle même de crimes, eh bien, ce sont des zones de guerre et finalement, l'armée a tout à fait sa place sur la frontière, dans les villes américaines. Finalement, l'armée doit être renforcée, non seulement pour les guerres ailleurs, mais également pour sécuriser le territoire américain. Les États-Unis. Et c'est intéressant, finalement, ce vocabulaire, quand il emploie effectivement le mot, en tout cas le terme de zone de guerre, pour les États-Unis. Ça veut bien dire quelque chose. On pense notamment à ICE aussi, la police donc de l'immigration. Tout se met en place, donc si on comprend bien. Absolument. Et pas peut-être toutes les États-Unis, mais comme vous l'avez dit, dans les zones démocrates, évidemment. Et oui, quand il parle de ICE, d'ailleurs, en généralisant, c'est vrai que les médias, on a parlé de quand il parle de caravanes, qu'on fait venir des criminels du monde entier. En fait, il parle de CNN et des médias américains et de tous les médias du monde qui parlent des familles, de tous les gens qui veulent chercher un meilleur avenir par rapport au pays ou au lieu où ils vivaient. Et donc, lui, Donald Trump, les assimile à des criminels, des fous, des tueurs, des gangs qu'on envoie aux États-Unis pour déstabiliser les États-Unis. Il dit que les médias américains parlent de famille alors qu'en fait, ce sont des criminels qui veulent finalement, qui protestent lorsqu'on arrête un tueur en disant qu'il faut que c'est une personne à protéger. Donc en déformant, en parlant de médias qui sont corrompus, qui sont malhonnêtes. Et donc voilà, oui, en effet, il poursuit un peu les propos qu'il a eus ces dernières semaines, ces derniers mois, et même ces dernières années, mais en les renforçant encore davantage. Et même on a vu ces derniers temps sur le terrain et dans les médias, il essaye un peu plus d'appliquer la pression. Donc prise à partie des médias, prise à partie d'une partie du corps politique avec donc les démocrates. Il se félicite de son bilan en matière sécuritaire. Et puis il y a un mot qu'il dit apprécier, c'est droit de douane. Que peut-on dire aujourd'hui de sa politique ? Oui, en effet. Alors il dit que c'est vrai que c'était à la limite un peu marrant si on ne voit pas le ton un peu inquiétant de l'ensemble du discours, mais qu'il dit que ce sont préférés alors que ses collaborateurs disent ah bon, pourquoi pas plutôt amour, famille, patrie, paix. Il dit non, moi j'aime bien droit de douane puisque ça nous a rapporté des dizaines de milliards depuis que je les ai réappliqués massivement. Et cet argent, on va le déployer pour l'armée, pour avoir peut-être de nouveaux porte-avions, de nouvelles armes. Qu'en pensez-vous, mes chers amis militaires ? Et oui, ces militaires qui sont là, finalement, qui font un peu utilisés par l'administration américaine dans ce discours. Aussi également, on peut voir un peu menacé. Il y a eu plusieurs destitutions, mais Pete Hegseth a aussi appelé les militaires qui étaient en désaccord avec cette méthode américaine, cette nouvelle méthode Trump, de partir, de finalement laisser leur place s'ils ne sont pas d'accord. D'autres avaient déjà été forcés à partir. On se souvient du chef de renseignement militaire américain qui a été limogé parce que peu après un rapport sur l'Iran, la participation américaine, le bombardement par les Américains de sites nucléaires en Iran, le rapport qui disait que oui, il y a eu des effets, mais que le programme nucléaire iranien n'était pas oblitéré. Donald Trump est revenu encore une fois à la charge en disant que l'armée américaine a fait vraiment de son mieux avec les armes qu'elle avait et que désormais il y aura des armes encore meilleures, renforcées. Et cette course à l'armement, Donald Trump l'a évoqué en large, en long aujourd'hui dans ce discours. On sent planer finalement une peur peut-être par rapport à Pékin. Il a évoqué la Chine. Est-ce que cette menace pour Donald Trump, elle est réelle et elle est aujourd'hui ? Elle semble être. C'est vrai que quand on peut voir ce discours de différentes façons. C'est vrai que parfois on peut se dire que
n'ont pas forcément tort de vouloir vraiment tout baser sur la capacité physique des soldats, ne pas avoir de quotas, ça peut choquer certains, ça peut être compris par l'autre. Pete Hegseth, par exemple, a parlé du fait que le fait d'avoir des soldats et des commandants et des personnes en place qui ne sont pas au meilleur niveau possible, mais qui ont été choisis par d'autres critères, eh bien, ça met en danger les autres soldats, ça met en danger, a-t-il dit, mon fils demain, ça met en danger le pays, ça peut nous mener à une perte, à des défaites à l'avenir. Donc, finalement, pour eux, oui, il y a une menace à l'extérieur et donc, en tout cas, ils veulent s'y préparer, mais surtout montrer leurs muscles peut-être pour éviter à devoir se battre. C'est ce qu'ils ont dit encore et encore. On ne veut pas se battre, on ne veut pas que des soldats ne meurent, mais on veut montrer justement qu'on est fort, qu'on est fort pour ne pas devoir affronter nos ennemis demain. Merci beaucoup, Shirley Sidbon. Merci également à vous, Mathieu Mabin, donc en direct de Washington, pour ce décryptage.